Bonjour à tous, bienvenue dans Interaction, votre rendez-vous interactif en direct pour vous permettre de poser toutes vos questions concernant la bourse. Et Dieu sait s'il s'en pose des questions et si on s'en pose actuellement. Et ce fonds commun de placement qui vous permet d'investir également dans ce fonds transparent sur le marché. Alors, un plateau exceptionnel aujourd'hui, puisqu'on a le plaisir d'accueillir la Dream Team avec Agnès Delors. Bonjour Agnès. Bonjour Thomas. Et Thomas Louis. Bonjour Thomas. Bonjour Nos Thomas. gérants, Paul, notre spécialiste. Bonjour Paul. Bonjour. De la macro, et Hubert, notre analyste, notre tête chercheuse. Voilà donc pour le casting. On commence tout de suite avec une actualité. Alors, on commence avec cette actualité, Hubert, chinoise. Hein. Pas seulement chinoise. C'est le tiercé cette semaine. Pas seul- Chine, pétrole, Draghi. Hein. Chine, pétrole, Draghi. Peut-être pas dans l'ordre. Peut-être États-Unis. Peut-être États-Unis. Les marchés ont très fortement baissé, sont très fortement repris ces 2 jours. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive. Je dirais depuis un an, j'ai regardé avril, juillet l'année dernière, 13% de baisse. Le mois d'août, entre le plus haut et le plus bas, 18% de baisse. Là, on fait 15% de baisse sur les plus hauts de novembre. C'est très très impressionnant parce que ça se passe très très vite, mais c'est pas non plus, on n'est pas sorti complètement de l'épure. Et sur les précédentes, on a repris entre 50 et 90% de ce qui avait été perdu. 50%, ça nous remettrait à 4600, un peu plus. Voilà, sur le CAC 40. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le stress a monté. Là, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est une hausse de stress un peu incontrôlée. Le pétrole, comme vous l'avez dit, donc d'abord la Chine. On n'y comprend pas grand-chose. Il faut être clair. On pense que les statistiques qui sont données sont fausses. Alors évidemment, à partir de là, c'est très très difficile de construire quelque chose. Donc avec une consommation d'électricité qui a baissé l'année dernière. C'était faux savant aussi à ce moment-là. Ce qui compte, c'est la comparaison. Oui, mais quand la consommation d'électricité baisse, est-ce qu'on achète une économie qui monte de 6%? C'est une question, la production d'acier a baissé. Même si cette économie passe de l'industrie au service. C'est une crise de croissance. C'est une crise de croissance, comme on l'a dit souvent, assez classique. Hein, surendettement, surcapacité, système bancaire à moitié en faillite, mais c'est pas très grave, puisque le système, lui, public, ne l'est pas et que les banques appartiennent au public. Donc, bon, sur la Chine, Agnès, Thomas. Alors, moi sur la Chine, effectivement, on n'a pas d'indicateur précis. Ils n'ont pas la chance d'avoir l'INSEE, ils n'ont pas la chance d'avoir l'INED, ils n'ont vraiment pas de chance, sauf qu'ils sont très nombreux, sauf que la croissance est comprise, elle est entre 4,5% et 7%, suivant la police, suivant les manifestants, mais il se trouve que c'est les mêmes chez eux. On ne parle que d'une seule voix, et que donc, comme l'a dit très justement Hubert, ils sont riches à foison, ils ont des réserves considérables qui leur permettent d'amortir le choc, de quelques chocs qu'il s'agisse. Donc moi je veux bien que le malheur vienne de la Chine. En fait, ce qui se passe, c'est les conséquences de la consommation de la Chine pour le reste du monde. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il est en train de ralentir ? Probablement, on ne le saura qu'au travers des chiffres de nos entreprises. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le juge, nous, depuis le début. Paul, qui travaille sur la macroéconomie en permanence, pourrait vous donner, et d'ailleurs va le faire, je pense. Juste macro, il n'y a pas eu que la Chine cette semaine. C'est qu'au moment du plus fort de la baisse, on peut se demander si les marchés n'anticipaient pas un tournant de la croissance aux États-Unis. C'est-à-dire que si les États-Unis, qui sont le moteur du monde aujourd'hui, davantage, parce qu'il y a un effet de masse, les États-Unis et l'Europe patinent, on pouvait craindre que les cours anticipent ça. Mais pour le moment, bien sûr, pas de confirmation, mais c'est quand même souvent les marchés qui ont raison avant les macros. Hein. Avant de parler, de vous passer la parole, Paul, un mot sur Draghi. Agnès, est-ce qu'il a fait le job, encore une fois, Super Mario? Oui, on l'attendait un peu, hein, donc on espérait que c'était un peu l'espoir du marché pour rebondir, sinon on aurait continué à s'enfoncer. Mais on parle de la Chine, mais il ne faut pas oublier également la Russie, qui est juste à côté, et le marché a pricé à un moment donné s'il n'y aurait pas un défaut de la part de la Russie, et comme une crise de 98, surtout avec l'impact de la baisse du Brent qui arrive à des niveaux très très bas. Voilà, donc, Alors, ça nous amène au pétrole, Paul? Ça nous amène au pétrole qui, à mon avis, est finalement le catalyseur final. Je vous ai amené plusieurs graphes parce que
Je pense Alors, on qu'on va les les a voir pas ensemble. toujours en tête, cette réalité est pas toujours évidente. Le premier graphe, c'est en fait de regarder les producteurs de pétrole et de réaliser que, bon, on a tous en tête que l'Arabie Saoudite est le premier producteur, de réaliser que la Russie et les États-Unis sont aussi de très gros producteurs, et enfin que le quatrième, c'est la Chine. C'est fort ça. Mais Arriver pas à pour mettre, mais pas pour longtemps. arriver à mettre Mais la pas pour Chine longtemps, parce que et le pétrole ensemble. hein. L'Iran sera probablement le deuxième ou le troisième relativement rapidement. Effectivement, si on additionne l'Iran plus l'Irak plus un bout de la Syrie, on arrive effectivement à ces chiffres assez Ça va être plus rapidement. dur pour les autres. Mais justement, l'enjeu, c'est que on a des intérêts convergents entre la Russie et la Chine. Et ces intérêts convergents, ils s'expriment à travers le fait qu'il faut restructurer le marché du pétrole et faire en sorte que l'entrée de l'Iran permette de ne plus avoir une abondance d'offres pléthoriques, non contrôlées, pour arriver à une situation où on peut avoir une offre qui est structurée. Et on peut le faire sans l'Arabie Saoudite. hein. On peut le faire Parce que sans... pour l'instant, c'est l'Arabie Saoudite qui ouvre les robinets. Oui, et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide de les fermer. Et Et ça pourrait très bien être la Chine. Puisque, et c'est ce qu'on peut voir à travers les autres slides, La Chine est quand même importateur de pétrole, donc la Chine n'a pas un intérêt forcément Alors. très violent à faire monter les cours. voyons les autres. le voir. prix du pétrole, Le prix du justement. pétrole. Le prix du pétrole, il y a le prix sorti du puits, puis il y a le prix quand on a rajouté le déficit budgétaire, les charges sociales et autres. Et je vous ai amené un graphe qui reprend en novembre 2014 un petit peu la vision qu'on en avait, et des prix qui sont un peu ajustés. Alors avec finalement l'Arabie Saoudite qui sort un pétrole à $10, mais 85% de ses revenus viennent du pétrole, si bien que le prix, il est plutôt autour de $95. L'Iran, l'Irak, on est à $12 pour l'Irak, $25 pour l'Iran. Bon, des prix en fonction de la façon dont on calcule les aspects budgétaires et sociaux qui sont plutôt à 70, 80 ou à 130, 115. Et puis, un autre monde qui est celui des États-Unis où le pétrole est en gros à $60. La Russie, $20 avec des effets revenus importants dans son budget, donc $110, mais ce qui la met en situation de difficulté. Et à l'opposé, la Chine, qui produit finalement à $30 et qui garantit l'achat à $40. Ce qui veut dire qu'elle a intérêt à acheter le pétrole en dessous de ce prix-là partout dans le monde, puisque ça va lui coûter moins cher. Donc elle peut très bien décider du jour au lendemain de retirer 1 million de barils sans que ça pose de problème et d'aider ainsi son allié qui n'est pas un allié que de circonstance, la Russie, qui va lui vendre tout un tas de pétrole et de gaz suite au conflit ukrainien. Ça nous amène à une question qui nous a été posée déjà la semaine dernière. Jean-Philippe Desrumeaux, avez-vous des raisons finalement de voir le Brent, alors on est en mer du Nord, mais le prix du Brent revenir au-dessus des $35. On est à combien là? Alors on est autour de 27,30 et c'est ce qui a effrayé les marchés. Je vous ai amené un graphe là aussi pour voir un petit peu quelle est la dynamique du pétrole depuis juin 2014. Donc on était à $100 à l'époque. Aujourd'hui on est mettons à $30. Il y a eu les déclarations disant qu'il pourrait descendre à $20. On a même entendu des $10. Si on admet l'idée que la Chine peut tenir le marché du pétrole à $40, puisque c'est le prix auquel elle le garantit à ses producteurs. Si on admet l'idée que les États-Unis ont une production à $60, eh bien on voit que toute l'année 2015, qui a été une année de hausse des marchés actions, s'est passé dans une période où le baril était toujours au-dessus de 40. Il était entre 60 et 40. Et puis au mois de décembre, il y a eu une rupture et le pétrole est passé en dessous de 40. Et là, les marchés se sont mis à s'effondrer. Et c'est cette accélération qu'on a connue au début de l'année qu'on retrouve dans l'accélération de la baisse des marchés. Donc oui, il est certainement possible de voir le pétrole remonter. Il faut qu'un certain nombre de décisions géopolitiques, stratégiques soient prises. La Chine en a la possibilité, il peut y en avoir d'autres. Tout le monde peut concourir à cela. Et à ce moment-là, on aura une amélioration. Ça ne va pas se faire dans la semaine. Mais alors remonter, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire remonter au-dessus des 30, des 35, des 40, c'est ça le seuil, c'est les 40? C'est revenir vers les 40. C'est revenir vers les 40. Bon, entre les 30 et les 40, c'est indispensable. Mais ce n'est pas parce que le pétrole remontera vers les 40 que les autres matières premières
et notamment l'acier, etc., va rebondir. Alors, parce que pour le moment, tout se suit. Alors, on est totalement sur de la spéculation. Pour que les autres matières premières rebondissent, il faudrait qu'il y ait de la consommation qui arrive. Parce que sur le pétrole, je suis d'accord avec Paul, on a un choc de production. Il y a trop de production par rapport à une consommation qui est montée quand même sur l'année 2015. Donc c'est pas non plus, c'est pas l'effondrement de la Chine qui fait que l'économie chinoise qui fait que le pétrole c'est craché. C'est qu'il y a eu trop d'offres. Est-ce que le prix des matières premières est lié à des surcapacités? C'est bien possible. Oui, est-ce que c'est pas aussi amplifié par le déstockage chinois? Parce qu'effectivement, Xi Jinping avait clairement dit qu'il fallait arrêter de spéculer sur les matières premières et qu'il fallait les stocker. Est-ce que ce ne sont pas ces effets-là qu'on a connus concomitamment qui ont un petit peu accéléré le processus? Chose, puisque l'excès de pétrole, c'est un excès d'investissement dans les puits et dans les gaz de schiste. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tout nous ramène à la Chine. Il fallait le faire, traiter le pétrole par le biais de la Chine, c'est intéressant. Un mot sur cette crainte dans les marchés. Certains voient dans cette crise pétrolière le prochain subprime. Je m'explique. Les compagnies pétrolières, notamment aux États-Unis, qui produisent du gaz de schiste, ont emprunté, et pas qu'elles d'ailleurs, les majors aussi, des sous aux banques. Si elles n'arrivent pas à les rembourser parce que le prix du baril est trop bas, elles risquent de faire défaut. Et si elles font défaut en masse, le système bancaire peut être contaminé. D'où cette analogie avec les subprimes. Est-ce que vous achetez cette crainte? Alors, c'est une des craintes qui aujourd'hui est dans le marché, donc il faut toujours comprendre pourquoi. Les subprimes, c'était 1400 milliards de dollars d'exposition et de pertes. Là, on est à risque sur 400 milliards de dollars. Bon. C'est pas une paille quand même. Non, évidemment, c'est pas une paille, mais derrière, on a un actif. Et on a un actif qui produit quelque chose, alors, contrairement à l'immobilier, qui certes abrite, mais enfin produit pas grand-chose. Donc là, pour le coup, on est sur des actifs et il serait pas tellement surprenant qu'à un moment où toute cette... le pétrole de schiste, c'est des dizaines de milliers d'intervenants. Aujourd'hui. C'est un secteur qui doit vivre sa consolidation. Elle est en train de le vivre. Ça va se faire au prix de faillites. Et ces faillites, effectivement, ça se traduit par ces 400 milliards qui peuvent être à risque. Moi, je m'appelle BP, Shell, Total. Je ne regarde pas passer le train. C'est le cas de le dire. J'essaie plutôt de comprendre comment je vais pouvoir croquer tous ces petits gars-là pour pouvoir jouer sur la variable d'ajustement du pétrole de schiste, qui est une variable court terme, je le rappelle, alors que les autres sont plutôt l'Arabie Saoudite, l'Irak et tout le monde, c'est plutôt des variables long terme. Là, on est sur du court terme, avec des facultés d'ajustement très rapides. Je suis une major, je regarde et je peux acheter à la casse pour pas très cher. Même si vous avez vos propres turpitudes en tant que major? Oui, mais les majors, d'abord, c'est pas la première fois qu'elles vivent avec un dollar, avec un baril à ce prix-là. Il faut juste s'en souvenir. 2003, 2004 et avant, on était à des niveaux inférieurs et elles vivaient très bien. Donc, il faut juste s'en souvenir. Maintenant, elles ont l'occasion de rentrer dans une chaîne de valeur qui va encore faire baisser le prix d'acquisition, enfin le prix d'extraction, probablement sur des niveaux de $20. On est aujourd'hui, je crois de mémoire, à 35 ou 36. Et à $20, elles sauront faire encore mieux, probablement, d'ailleurs, que les petits opérateurs. Et je pense qu'il y a aussi une donnée qui est importante, c'est que le gaz a pris beaucoup d'importance. Et c'est certainement là qu'il y a le plus de défauts aujourd'hui aux États-Unis, plus que dans le pétrole. D'un mot bref, Hubert, est-ce que vous craignez aussi cette analogie subprime pétrole? Ou est-ce non, que vous achetez je crois que ce qui est très important dans ce que vient de dire Thomas, c'est que ça a une valeur, il y a une vraie valeur. Et pour un major, ces puits qui soient à 35 ou à 40 sont bien plus rentables que beaucoup de puits dans lesquels ils ont investi dans l'offshore. Et dont ils sont propriétaires et qu'ils n'envisagent pas de liquider. Donc, je dirais il faut une moyenne en baisse. Aussi curieux que ça puisse paraître, c'est l'occasion pour eux de faire une moyenne en baisse. Ouais. Allez, on enchaîne avec notre tableau de bord. Alors, il se passe des choses sur ce tableau de bord. Les feux ne clignotent pas, mais ils passent au rouge pour nombre d'entre eux. On va les découvrir tout de suite. Voilà. Oui, ils passent au rouge. Effectivement, on est vraiment dans une situation où la psychologie du marché, le comportement du marché a perdu ses repères.
Et la violence des mouvements qu'on connaît en est la traduction. Alors, c'est le prélude à... Bon, on a eu un rebond qui a été suscité par une décision ou une très bonne communication de M. Draghi. C'est quelque chose qu'il fallait faire pour éviter que le couteau ne tombe. Ce n'est peut-être pas suffisant, effectivement. Et on est entré dans une période de turbulence qui va durer. Oui, Thomas. Juste petit bug à l'écran, puisque vous voyez afficher la date du 18, mais c'est bien les indicateurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, très bien. Voilà. Alors, on c'est va juste un problème de passer date. à l'indicateur de risque de la semaine que vous avez sélectionné. Donc, sur cet indicateur, c'est le VIX, le fameux stress de volatilité. Oui, le stress de volatilité, la volatilité a fortement augmenté et on le voit, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on est dans une situation où finalement on est dans un risque de crise qui monte. Vu que tous les autres indicateurs sont au rouge, je pense que c'est le prélude du passage en mode 4. Voilà. Alors, qui est un mode qu'on n'a pas vu depuis longtemps. vous dévoilez On va le sortir suspense par le bas de... Juste sur le graphe du VIX, il faut quand même observer qu'on a connu dans l'année 2015 une envolée à ce niveau-là, voire à un niveau supérieur. Et donc c'est le fameux crack de mois d'août. du mois d'août, crack de la chinois, mais et qui avait été amorti. Donc la réaction des 2 derniers jours à la BCE, c'est peut-être plus un indicateur de crainte que de confiance, parce que ça va trop vite, mais on l'a déjà connu, ce niveau-là, dans l'année écoulée. Et en fait... Qui a fini gagnante. Tout à fait. Et en fait, ce qui est différent cette fois-ci, c'est que c'est l'ensemble des indicateurs de marché qui passent au rouge. Voilà, ça c'est plus... C'est là qu'on réalise qu'il se passe quelque chose de différent. Alors, pourtant, on reste en mode 3, mais vous nous dites on pourrait aller voir le 4 assez vite. Hein. On est sur le bord entre le 3 et le 4. Je n'imagine pas qu'on soit... Enfin, là, je dis très honnêtement, je n'imagine pas que la semaine prochaine, on ne soit pas en 4. D'accord. Et pourquoi pas dès maintenant, alors? Parce que, en fait, c'est mathématique. Là, pour le coup, c'est le retard des indicateurs qui constatent. Donc, il faut le temps qu'ils constatent, y compris, et qui digèrent. On est à la limite du 4, c'est vrai. Si on bascule en 4, ça nous amènera à faire des modifications de typologie de gestion. Par exemple, à se mettre dans la borne de liquidité maximale du fonds, jusqu'à 25%. Donc vendre jusqu'à voilà. 25% pour avoir 25% de cash. Voilà, et acheter des titres extrêmement défensifs, le plus défensif possible. Et ça se fait en une fois, en une journée? En un quart d'heure, on peut tout ajuster. C'est l'avantage des valeurs que nous travaillons, contrairement au small ou au mid cap, qui risquent, si on bascule en mode 4, et elles commencent à être maltraitées, on l'a déjà traité dans les émissions précédentes, elles commencent à être maltraitées, et si elles sont maltraitées, c'est des baisses de 25 à 30% sans aucun problème. Dès qu'on passe en mode 4, on appuie sur un bouton et hop, on met le cash à 25%. Ce qu'il faut observer, c'est que les feux de la réalité, c'est-à-dire la réalité micro, la réalité macro, etc., ne sont pas dans le rouge, et que ce sont les feux de marché. Donc les marchés ont peur, mais en général, quand ils ont peur, c'est qu'ils ont peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est là où ce qui est vert, si le rouge se confirme, ce qui n'est pas une absolue certitude, si le rouge de la psychologie des marchés, c'est ça les indicateurs qui sont rouges, si se confirme, c'est probablement que le vert va probablement se corriger aussi. D'accord. Ou risque de le faire. Allez, on va enchaîner avec la performance. Alors, une performance qui va s'afficher tout de suite sur votre écran et que je vais laisser Thomas nous commenter. Alors, vous voyez que cette semaine, on perd un peu contre le CAC 40. On perd 0,63 contre un CAC qui baisse de 0,07. Alors, vous allez me dire, mais attendez, je ne comprends pas. En fait, on raisonne de vendredi soir dernier à jeudi soir. Et donc, on est sur des niveaux relativement proches. Ça ne prend pas en compte la hausse de ce matin. Substantielle. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est que depuis le début de l'année, on a déjà 1% d'écart avec le marché, eu égard au premier mouvement qu'on a généré. Et je rappelle que dans ce mouvement, on a aussi commencé à vendre tout ce qui était générateur de grosses, qui avait vraiment surperformé l'année dernière. On a commencé à l'alléger, on continue de l'alléger en ce moment. Tout en gardant, tout en réinvestissant pour l'instant. On est toujours dans notre mode 3. Donc on est dans ce que j'appelais le tactique. Pour donner une idée du potentiel,
les estimations des analystes financiers de 8%, mettons, les plus pessimistes, de hausse moyenne des grandes actions françaises ou européennes sur l'année, ont toute chance d'être au rendez-vous. Donc, pourquoi Parce que là, on est à moins 8, parce qu'on on est n'est dans pas à un plus 8. Hein. Oui, non, mais là, je parle des bénéfices par Des action. bénéfices par action, Des des résultats, bénéfices par des vrais action. chiffres Or, d'économie. les vrais chiffres économiques finissent par rejoindre. Donc il y a deux solutions. Soit on finit par les réviser à la baisse, et ça c'est le rendez-vous des publications de résultats, parce qu'aujourd'hui on publie surtout des chiffres d'affaires, et où les patrons vont s'exprimer. Alors ils vont probablement dire qu'il y a moins de visibilité que ce qu'ils pensaient il y a 3 mois, mais ça c'est le premier rendez-vous. Mais si on fait, et on les a fait l'année dernière, les Japonais les ont fait l'année dernière, pas les Américains, si on fait cette performance de 6-8%, on voit bien qu'on a un potentiel qui se reconstitue du fait du stress. Il faut se méfier des analystes, souvent ils sont un peu à courir derrière dans leur révision. Je suis Alors, d'accord. les deux sens. Ou à la baisse. Ça marche dans les deux sens. C'est Oui. ce qu'on voyait hier lors d'une revue technique du fonds qu'on faisait tous les trois. Il y a toujours un peu de retard. C'est normal. Enfin, l'analyste, lui, ne fait... Alors, Mais en revanche, les publications, on va parler de l'actualité, les publications, ça sera du- c'est plutôt un peu mieux que ce qu'on attendait Bien sûr. pour les publications sûr. 2015. on va y revenir. Alors, où se fait l'écart cette semaine en termes sectoriels? Alors, ce qui nous coûte, nous, c'est les technos cette semaine, en fait, pour résumer. La ligne TMT. Et les défensives du CAC qui ont monté, donc, alors que nous on en a moins et que celles qu'on avait elles ont baissé. Donc ça c'est la lecture très simple et très rapide des choses. On a perdu sur la partie techno, je l'ai dit, un petit peu sur les financières. Tout ce qui est cyclique c'est plutôt bien tenu. Donc ce qui est assez rassurant si j'ose dire. Et puis ce qu'on voit c'est que dans les potentiels, on les a révisés, on a mis à jour hier toute la base de données et on a toujours 18,44 de potentiel sur le fond au moment où je vous parle, contre 21,36 au CAC. Et dans celui du CAC, ce qui est intéressant, c'est que la composante Sanofi Total est énorme en fait. Et pour nous, c'est pas le moment, ou toujours pas, bien qu'on ait du Total pour des raisons Les techniques. 18%, ça rejoint absolument ce que je disais précédemment sur les évolutions des bénéfices. Ouais. Puisque si on voit la baisse d'aujourd'hui plus les 6-8%, on est à ces 18%. Exactement. Donc ça c'est le fondamental, mais ça n'empêche que les marchés voient autre chose. S'ils passent en rouge comme ça, c'est qu'ils voient autre chose. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cette rubrique. On attaque tout de suite D'accord. notre comité de gestion. Alors, un comité qui commence avec les premiers, l'historique des arbitrages en fait. On va voir ce qui s'est passé cette semaine. Bien oui. Je vais laisser Agnès commenter. Tiens, allez Agnès. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Donc, on a allégé un peu chargeur parce qu'on avait un poids non négligeable. Et puis, on a soldé BNP. On sort de plus en plus des bancaires, notamment Qui avec... risque d'être secoué par tout Mais ce on qui a se eu les passe. résultats de Deutsche Bank avec des créances douteuses. Donc, Et une augmentation de capital. exactement. Donc, du coup... Et puis les italiennes. Et puis, sur la hausse du marché, elle ne monte pas énormément. Donc, Donc, allègement. Ah, mais les et la Italiennes. BNP est une grande banque italienne, même Ouais. si c'est la plus Ouais. solide, etc. oui, tout à fait. Les faillites aussi de certaines banques régionales en Allemagne, donc plus le Portugal, tout ça n'arrange pas Donc, notre... on sort des banques, on sort a des les banques. chargeurs et on a Voilà. acheté du Bouygues et du Lyxor. Exactement. 40. Hier matin, lors de notre réunion de notre comité de gestion, on attendait un côté très positif de la part de Draghi et on a pris 3% de Le Lyxor. Alors, on rappelle ce que c'est un Lyxor, c'est un ETF en fait qui reproduit le L'indice CAC mouvement 40, de l'indice. Voilà. Voilà. Ça évite Exact. d'acheter les 40 actions. Exactement. Et ça limite les coûts. Et ça limite les coûts. Ça limite c'est les le coûts principe. et on achète du Bouygues parce qu'elle a plutôt un profil défensif. On revient sur ce qu'on disait, on est toujours dans le tactique au moment où je vous parle. En revanche, les chargeurs et un certain... Vous voyez dans le tableau qui était à l'écran que toutes celles qu'on a allégées sont des valeurs qui ont beaucoup progressé et dont on pense que si elles ont des corrections à connaître, ce sont des corrections de 20 à 30%, ce qui ne nous empêchera pas évidemment de revenir dessus. On en a encore en stock, malgré tout. Oui, on évoquait ça On va voir le Thomas, détail, avant l'émission. justement. C'est difficile parce qu'on est obligé de vendre des très belles valeurs. D'accord. Eh oui. C'est qu'effectivement, le passage en mode 3, voire après du mode 4, incite finalement à solder les valeurs moyennes, les idées un peu atypiques de marché,
pour se concentrer sur des idées typiques, si j'ose dire. Mais la macro occulte la micro. Oui, voilà, exactement. Et la psychologie donc, de marché. non, mais c'est quand vous voyez la cette psychologie liste, de marché qui joue un rôle essentiel. quand on voyait la liste, on a vendu des chargeurs, des rails de métal, Alors on découvre là. etc. C'est des très 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 Mais belles surtout, très on belles doit performances. diminuer nos paris très contrariants Ouais, avec des gros poids. Voilà, Donc exactement. c'est la première chose que doit faire un gérant. On découvre donc ce portefeuille et sa composition et le détail des contributions cette semaine. Oui. Qu'est-ce qui garde la main, Agnès, peut-être? Cette semaine, qu'est-ce qui marche bien? Alors, nous avons cette semaine Schneider, Deleuze, qui notamment a annoncé des bons résultats de la croissance de son chiffre d'affaires, donc sur le 3e trimestre. Et puis toutes les technos qui se défendent très bien quand même. Le secteur a été peu pénalisé. Donc on a Infineon et Capgemini, Alten qui s'est très bien comporté. D'autre part, on s'en rend compte que durant la forte baisse du marché, les valeurs immobilières tiennent bien, et notamment Nexity, Clépierre et Vinci. Donc c'est des valeurs défensives, si vous voulez, donc et très très France, donc pas touchées par la Chine. Et dans les valeurs qui nous ont pénalisés, les bancaires, l'assurance aussi, notamment avec on avait le secteur de l'assurance avec certains résultats qui efface l'annonce de Zurich Insurance qui a annoncé quand même un avertissement sur ses résultats, donc a fortement baissé. Toutes les financières, assurances ou bancaires, sans distinction, sont à la cave. Oui, C'est-à-dire tout à que fait. le potentiel se réduit avec le potentiel de croissance sur lequel on se pose des questions. Et quand les marchés s'agitent, il y a des pertes qui se baladent. Et on ne sait pas de quel côté va être tarte poêle ou tarte mûche. Bon, Oui. alors, C'est pas facile. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est quand même la très belle performance de tout ce qui touche, et les résultats le donnent, à la consommation européenne. Donc, Oui. on a les chiffres des autoroutes du Sud, Paris-Rhin-Rhône, donc qui sont canons. Alors, effectivement, il y a eu un dossier politique et on voit que ça a été traité de manière totalement loufoque. Mais c'est une très bonne nouvelle. La construction en France, Oui. Ahold et Deleuze qui fait 5% de hausse de son chiffre d'affaires en Belgique, quoi. C'est C'est très tout- impressionnant. C'est le coût de la restructuration on voit les top, aussi. le top Donc, 10. Unilever, on a cette consommation qui tient, et donc on avait un peu rééquilibré au cours du dernier trimestre dans cette direction, et bon, ça c'est plutôt bien. Alors ça va plus loin puisque ça va jusqu'au luxe, et avec les chiffres de Rémi Cointreau, avec Rémi Cointreau qui a annoncé que ça allait moins mal que ce qu'on craignait, et ça c'est la Chine précisément, puisqu'il a annoncé une hausse du chiffre d'affaires au 4e trimestre civil qui est son 3e trimestre, mais avec un chiffre d'affaires qui progresse dans le cognac, c'est-à-dire là où il gagne du fric. Alors nous, ce qu'on voit dans les indicateurs quantitatifs, c'est qu'en recommandation, malgré ce qu'on vit sur les marchés, les seules recommandations positives, c'est sur l'agroalimentaire. Au moment où on parle, donc Pernod, il faudra regarder avec attention, même Danone, il ne faudra pas hésiter à regarder Danone, une histoire dingue. Oui, on connaît probablement une bascule là, au moment où on parle, et le fonds n'est pas trop mal positionné pour l'instant. Si on connaît une correction, alors là aujourd'hui ça monte de 3,5%, mais si on connaît une correction violente, c'est une correction qui peut nous amener 600 points plus bas. Avec des extensions possibles. Bon, moi, on ne va pas basculer dans le noir complet aujourd'hui. Il faut être vigilant. On l'a suffisamment dit lors de cette émission. Oui. Et vous voyez qu'on fait des mouvements avant même les comités de gestion. On en tient par avance pour pouvoir être réactif. C'est assez secoué. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine concrètement, Agnès? Est-ce qu'il y a des idées ou des choses à faire? Mais déjà, on va se poser la question si on change de mode ou pas. Donc, c'est surtout ça. Donc, Et ça va être guidé finalement presque par les feux qu'on a vus, non? Par les marchés, par les marchés quand même eux-mêmes. Il y a une part de Et le paradoxe, de choix. Le paradoxe, c'est que finalement, le rebond dans sa violence peut-être être celui qui fait basculer en mode 4 parce qu'il amplifie la volatilité et la brutalité. Je voudrais revenir sur le point d'Agnès. C'est-à-dire que vous pouvez décider de forcer à rester en mode 3 par exemple? Forcer, non, je pense pas. Donc, on constatera. On le constatera, voilà, c'est tout. Après, je pense qu'on n'a pas encore la journée d'aujourd'hui.
je dirais d'un point de vue technique. Donc quand un marché fait plus de 3% de hausse, et là ça fait 2 jours de suite, chose qu'on n'avait pas vue depuis un certain temps, depuis la mi-décembre, où à chaque fois on avait à chaque fois le CAC descendait en escalier, et c'est la pire des choses sur les marchés. Donc c'est une tendance baissière à très court terme. Donc on n'a pas enfoncé les 4000 points, donc d'un point de vue technique et psychologique. Donc on s'attendait tous à un rebond sur ce niveau-là, et puis bon, la BCE a fait son travail. D'autre part, donc là on vient de faire un rebond de plus de 5%. Quel va être le comportement ? Logiquement, on devrait gagner encore, refaire un retracement de 50% de la baisse qu'on vient de vivre. Donc voilà, donc il faut... On est un peu en stand-by. Ça de nous ce amène à retracement. 4600. Comment est-ce qu'on profite de Objectivement, c'est quasiment impossible à faire. Nous, on a pris des positions tactiques, on l'a dit, en renforçant à 4100, on a acheté les fameux ETF, et à 4370, 4380, on les revendra. C'est du tactique, ça paie une partie des frais, c'est de l'optimisation, mais ne nous l'aurons pas. Si on bascule en mode 4, d'abord, c'est le gérant qui décide. Hein, je le rappelle, sur un fonds, on peut aussi dire qu'on n'y croit pas. Le quantitatif, ça n'a jamais sauvé qui que ce soit de la noyade, ça se saurait. Donc, il ne s'agit pas d'y voir une martingale. Nous, ce sont juste des indicateurs qu'on choisit de partager avec nos investisseurs. Voilà, moi je dis simplement que si c'est le cas, on est déjà armé avec 10% de liquidité, des titres plutôt défensifs. Il nous reste une partie de titres relativement exposés qu'on va probablement travailler et alléger sensiblement, et on rachètera d'autres titres en attendant. Ce que j'entends, c'est qu'il faut garder son calme, pas s'agiter dans tous les sens et Tout boire à fait. frais. Attention, parce que les volumes n'ont pas été énormes, ni dans la baisse, ni dans le rebond. Dans le rebond, ils sont un peu plus gros, mais il y a plutôt eu des investisseurs qui ont été pétrifiés. Oui. Et donc, la direction peut partir absolument dans les deux sens, que les gens ont été pétrifiés sur une semaine en plus, où il n'y avait que 4 jours à Wall Street, donc sorti d'un week-end, c'est pas forcément facile, sorti d'un week-end de 2-3 jours. Donc, on a plein d'éléments techniques qui ont... Et puis, on l'a dit, hein, il va falloir s'habituer à vivre avec la volatilité. Elle sera d'autant plus forte que vous avez des taux très bas. Donc ça exacerbe un peu tout. Je dis simplement moi que aujourd'hui on est dans une borne de volatilité qui commence à être très élevée, et que c'est probablement, comme le disait Paul, ce qui peut faire basculer dans le mode 4. Bon. Mais le fondamental économique reste plutôt meilleur qu'il n'était il y a 2 ans. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on a une partie comportementale d'excitation. Selon l'horizon d'investissement que l'on a, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon. Donc on l'a compris, des marchés qui sont en proie au doute, beaucoup de psychologie dans ces marchés. La grande question qui va se poser cette semaine, c'est bascule-t-on ou non en mode 4 ? Réponse la semaine prochaine. Merci à vous tous pour avoir participé ensemble autour de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour suivre tout ça, même endroit, même heure.